Je comprends que la Maison-Blanche travaille et que les alliés travaillent aussi pour que cette rencontre ait lieu. Mais est-ce que Poutine a promis une rencontre avec Zelensky, une rencontre directe, dans les prochaines semaines? Il l'a fait. Waouh, ça m'a surpris. Je n'aurais jamais pensé entendre ça. Et maintenant, c'est confirmé. J'avais entendu dire qu'ils en parlaient, que ça allait arriver. Et maintenant, nous avons enfin une confirmation que oui, effectivement, Poutine, au moins par la porte-parole de la Maison-Blanche, a déclaré qu'il avait accepté. Bienvenue dans Deep Dive tout le monde. Patrick Henningsen, animateur de Sunday Wire, patrickhenningsen.substack.com, analyste géopolitique hors pair. Ravi de t'avoir, mon frère. Tu es le bienvenu. C'est un plaisir d'être avec toi, Gary. Est-ce que ça te surprend, Patrick? Moi, ça m'a frappé. Il a déjà accepté. Pas vraiment. Je ne suis pas convaincu que la Russie ait accepté quoi que ce soit, franchement. Si ça vient de la porte-parole de la Maison-Blanche, pour moi, c'est pas crédible. Parce qu'ils font tout d'une manière tellement improvisée, tellement changeante, et les règles du jeu bougent chaque jour, avec ce genre de déclaration ou de confirmation. Beaucoup de choses ont déjà été démenties ou simplement ignorées au cours des 6 ou 7 derniers mois. Donc je ne suis pas convaincu que ce soit réel. Je ne vois personnellement pas pourquoi la Russie accepterait de rencontrer Zelensky, à moins que ce soit une cérémonie de signature. Mais vont-ils avoir quelque chose à signer? Certainement pas. Donc je n'arrive pas à imaginer que ça se produise. Ce n'est sûrement pas dans l'intérêt de la Russie de descendre au niveau de Zelensky. Tu te souviens, je crois que c'était en janvier ou février de cette année, quand Poutine a dit en gros, « Écoutez, c'est un dirigeant illégitime. Il n'a aucune autorité pour signer quoi que ce soit. Alors pourquoi m'assoirais-je avec quelqu'un qui n'a même pas cette autorité ?» Exactement. Oui. Quand ils rencontrent des dirigeants européens, d'accord, ils sont élus, peut-être de justesse, comme Macron ou Starmer, mais ils sont élus. Zelensky, lui, ce n'est pas un homme d'État. Ce n'est pas un président légitime. Son mandat est expiré et son gouvernement est extrêmement fragile. Le niveau de corruption documenté est juste hors norme. Et en plus, il est en train de ruiner son pays dans une guerre par procuration que beaucoup de gens raisonnables considèrent comme désastreuse pour l'Ukraine ou ce qu'il en reste. Pourquoi Vladimir Poutine, qui est un président immensément populaire en Russie, probablement l'homme politique le plus couronné de succès des 100 dernières années, on peut même dire qu'il a une stature mondiale. Pourquoi descendrait-il d'un cran pour rencontrer Zelensky? À moins, encore une fois, que ce soit une cérémonie de signature. Mais sans détail, ça n'a aucune crédibilité à mes yeux. Et puis regarde la presse américaine. Elle court derrière des miettes. Ils prennent n'importe quoi pour faire un titre. Je crois que le titre du New York Times était « L'Europe et Zelensky, une grande victoire en obtenant une audience avec Trump si vite après la rencontre avec Poutine. » Ils fêtent ça comme si c'était une victoire, un exploit, comme s'ils avaient gagné quelque chose. Oui, on a vu ça. Mais ils comptent déjà les poulets avant qu'ils n'éclosent, Gary. Voilà ce qui se passe. C'est trop beau, alors ils les comptent tout de suite. La presse est tellement impatiente de présenter ça comme une victoire. Pour moi, c'est incompréhensible, parce que c'est la même presse qui, il n'y a pas si longtemps, voulait enfermer Donald Trump pour toujours et le qualifiait d'agent russe, d'actif caché du Kremlin. Et là, ils ne l'attaquent pas sur ce dossier, parce qu'il n'y a rien de concret. Tous les correspondants sécurité nationale, même dans les grands médias comme CNN ou ABC, traitent Trump avec des gants. Moi, je les presserais, je leur demanderais des précisions, mais ils ne le font pas. Non, ils ne le font pas. Tu vois ce que je veux dire, Nema? C'est difficile de contredire ces images, surtout depuis vendredi. Tout a commencé à s'emballer avec ce qui s'est passé en Alaska, les images de l'Alaska. Et puis 2 ou 3 jours plus tard, les images d'hier à la Maison-Blanche, avec tout le monde réuni là-bas. À court terme, oui, bon pour Trump dans les deux cas, je dirais. C'était surtout une question d'image. C'est positif. Bon pour Trump, bon pour la Russie. Oui, bon pour la Russie. Et bon que le monde voit la Russie et les États-Unis avec leurs équipes assis face à face. Ça, c'est une bonne chose. Est-ce que ça va produire quelque chose de concret qui changera la situation en Ukraine ou mettra fin à la guerre à court terme?
Je n'en suis pas convaincu, mais au moins c'était positif. Par contre, la scène à Washington, elle, est bonne pour Trump parce qu'il exerce un pouvoir sur les Européens. Il mendie des garanties de sécurité et Zelensky est là. Tu as vu qu'il l'a obligé à porter un manteau? Ça veut dire quelque chose quand même. Mais encore une fois, ça ne mènera pas à grand-chose. J'espère que Trump comprend la mentalité européenne. Les coups bas, les petites rivalités politiques, les dynasties mesquines qui dominent la politique européenne. Tout ça pourrait vraiment saboter n'importe quel accord que Trump conclurait ou tenterait d'avancer. Et il faut bien le redire, peu importe l'accord entre les Russes et les Américains. Dans ce cas, entre Poutine et Trump, ou entre la Russie et l'administration Trump, rien ne garantit que cet accord ne sera pas miné, saboté ou carrément détruit par un ou plusieurs pays européens, individuellement ou collectivement. Le Royaume-Uni et l'Allemagne seraient sans doute en tête de file pour ça. Et puis rien ne garantit non plus que l'Ukraine acceptera quoi que ce soit. Et Zelensky, encore moins. J'ai une vidéo, je crois, qui illustre parfaitement ce que tu es en train de dire ici. Président Zelensky, êtes-vous prêt à continuer d'envoyer les soldats ukrainiens à la mort pendant encore 2 années? Ou bien allez-vous accepter de redessiner les cartes? Merci pour votre question. Donc tout d'abord, vous savez, nous vivons chaque jour sous des attaques. Aujourd'hui encore, il y a eu beaucoup d'attaques, beaucoup de blessés, et un enfant est mort, un petit, 1 an et demi. Nous devons arrêter cette guerre, arrêter la Russie, et nous avons besoin du soutien des partenaires américains et européens. Nous ferons de notre mieux pour cela. Je pense que nous montrerons que nous sommes un peuple fort. Nous avons soutenu l'idée des États-Unis, personnellement celle du président Trump, d'arrêter cette guerre, de trouver une voie diplomatique pour y mettre fin. Nous sommes prêts pour un format trilatéral, comme le président l'a dit. C'est un bon signal à propos du trilatéral et je pense que c'est très bien. Merci. Je sais que parfois c'est difficile d'entendre exactement ce qui se dit, mais la question était claire. Il lui a demandé spécifiquement, « Êtes-vous, président Zelensky, prêt à continuer d'envoyer vos hommes mourir, comme ils l'ont fait ces 3 dernières années ?» Et vous avez vu comment il a répondu à ça? Hein? Est-ce que ça n'illustre pas exactement ce que tu disais, Patrick? Oui, il n'a même pas pris la peine de répondre à la question. Il a simplement détourné en disant « Nous sommes attaqués par les Russes et ils tuent nos bébés. » Et vous savez, Zelensky est un acteur, c'est son fonds de commerce. Et là, il joue le rôle de sa vie. Il joue l'un des plus grands rôles théâtraux de l'histoire du monde moderne. Et le rôle qu'il joue, c'est l'Ukraine est la victime éternelle et elle n'a rien à voir avec cette phase du conflit commencée en février 2022. Que ça n'a rien à voir avec l'Ukraine, encore moins avec l'OTAN. Que tout repose sur les épaules de Poutine. Que les Russes sont par nature mauvais, qu'ils aiment tuer les Ukrainiens. Voilà la ligne officielle en Ukraine avec Zelensky. C'est aussi la ligne officielle dans toute l'Europe. Et c'était la ligne officielle de l'administration Biden. Et Trump a en quelque sorte adopté ce discours. Ce qui est drôle, c'est que son discours a été repris par les Européens cette semaine. Nous devons arrêter les tueries. Arrêter les tueries. C'est tuer les uns les autres, dit Trump. Et puis von der Leyen répète ça juste aujourd'hui ou hier, n'est-ce pas? Parce que c'est un petit argument bien pratique, facile à réutiliser. Ça donne l'impression que vous essayez de diriger le navire dans une direction morale, que vous êtes vraiment anti-guerre et que vous voulez voir cette guerre se terminer, mais pas aux conditions de la Russie. Voilà, c'est l'un des éléments de langage. Et il y en a d'autres, injectés récemment cette semaine. C'est presque comme une béquille à laquelle ils s'accrochent quand la pression devient trop forte. Ils reviennent toujours à ça, parce que ça leur donne, quand ils ressortent ça. Oui, celui-là, et c'est drôle. C'est drôle comme il répète les éléments de langage de Trump en Europe. Je trouve ça fascinant, comme s'il n'avait pas, vous voyez, comme s'il ne pouvait pas surpasser Trump intellectuellement, les dirigeants européens. Enfin bref. Mais en termes d'arguments stratégiques ou politiques, un des nouveaux termes qui a été injecté et que tout le monde répète comme une volée de pied, c'est garantie de sécurité.
Oui, garantie de sécurité. Nous avons besoin de garanties de sécurité. Nous venons à Washington pour parler de garanties de sécurité. Et ils ont adapté ça à des garanties de sécurité à la manière de l'article 5. Donc, ils anticipent déjà que cela devra faire partie de l'accord. C'est non négociable. La ligne rouge pour la Russie, c'est l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, à l'avenir. N'est-ce pas? Mais eux veulent toujours placer ce fil déclencheur de l'article 5. Dans leur esprit, ils pensent que ça peut marcher. Le fil déclencheur de l'article 5 qui déclencherait la Troisième Guerre mondiale si, ne serait-ce que l'orteil d'un soldat russe, franchissait une frontière européenne. Ou bien, si dans le cadre d'un accord, des troupes américaines étaient touchées ou mises en danger en Ukraine, que cela entraînerait une nouvelle guerre. C'est de la projection délirante, ce qu'on entend là. Oui, c'est clair. Et je veux maintenant entrer dans les acrobaties verbales dans lesquelles ils se lancent, maintenant qu'ils se sont acculés eux-mêmes dans cette situation. Laisse-moi passer cet extrait. C'est Trump ce matin au téléphone sur Fox News. Ils ne vont pas faire partie de l'OTAN. Mais nous avons les nations européennes et elles vont mettre la main à la pâte. Certaines d'entre elles, la France et l'Allemagne, 2 ou 3 autres, le Royaume-Uni, elles veulent avoir, vous savez, des bottes sur le terrain. Je pense pas que ça problème. Honnêtement, je pense que Poutine en a marre. Je pense qu'ils en ont tous marre, mais on ne sait jamais. Nous allons en savoir plus sur le président Poutine dans les prochaines semaines. Donc Patrick, c'est comme un faux OTAN. Non, ils vont pas entrer dans l'OTAN, mais d'une certaine façon, on va arranger les choses pour qu'ils soient un peu dans l'OTAN. Quoi? Et puis il dit, je pense que Poutine va accepter. Je crois qu'il est fatigué. Tu crois qu'il est fatigué, Patrick? Oui. Enfin, il faudrait qu'on écoute Donald Trump parce que c'est l'homme de l'intérieur. Il sait ce qui se passe. Il est entré dans l'esprit de Poutine et je pense qu'on peut enfin faire confiance à Trump comme oracle de vérité après toutes ces années. Donc, pourquoi douter de Donald Trump? Chaque remarque en l'air sur Fox and Friends devrait être prise en note. Ah non, c'est aussi ridicule que Trump menaçant de sanctions secondaires les pays qui commercent avec la Russie. Tu te souviens de ça? C'était une ligne rouge qu'il avait tracée il y a quelques semaines. Et il avait même fixé une date limite, et je ne l'entends plus en parler maintenant. Donc il a totalement abandonné cette position. Pourquoi? Parce que c'est impossible. Parce qu'on ne va pas déclarer une guerre économique à l'Inde et à la Chine. Oubliez, ça n'arrivera pas. C'était une menace creuse. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que les États-Unis n'ont plus de cartes à jouer. Ils n'ont plus de cartes à jouer. Et sur le front de la guerre économique avec la Russie, combien de sanctions de plus pouvez-vous encore imposer? Aucune. Des sanctions secondaires? Non, oubliez. C'est comme, assez de dégâts ont déjà été causés avec les guerres tarifaires entre les États-Unis et tous leurs alliés. Et je dirais la Chine. Vous savez, les États-Unis ont des relations avec la Chine. Ils ont des canaux diplomatiques ouverts. Ils commercent avec la Chine. Donc la Chine est un allié. La Chine n'est pas un ennemi. Techniquement, la Chine est un allié, n'est-ce pas? Mais ils les transformeraient en autre chose s'ils essayaient d'imposer des sanctions secondaires. Donc ça n'arrivera pas. En fait, Trump est sûrement embarrassé, ou bien il est obligé de reculer sur cette position des sanctions secondaires. Mais je pense que la réunion en Alaska l'a un peu sauvé sur ce point. Oh, je pense aussi. Oui. Puis, si ce n'est rien d'autre, ça lui donne plus de couverture. Comme s'il pouvait dire « Écoutez, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Comment pouvez-vous me blâmer à ce stade ?» Et en un sens, il n'a pas tort. Écoutez, il faut lui reconnaître ça, avoir tenu cette réunion, et celle d'hier également. Il secoue au moins les choses. Et j'étais content de t'entendre dire, dès le départ, qu'il fallait lui reconnaître qu'ils discutent réellement. Ils se rencontrent en face à face, mon Dieu. Quelle folie de ne pas s'être assis ensemble toutes ces années avec l'administration précédente. Quelle honte, quelle tâche, quel coup porté à notre crédibilité. Je perçois un changement de ton chez Trump. C'est un Trump légèrement plus sérieux, un Trump un peu plus concentré sur ce sujet. Je ne vois pas vraiment plus de détails articulés sur les politiques. Mais le fait qu'il parle d'abandonner l'exigence européenne et ukrainienne d'un cessez-le-feu comme condition préalable aux négociations de paix,
et le fait qu'il ait renversé sa position en disant Nous préférions évidemment tous un cessez-le-feu immédiat pendant que nous travaillons à une paix durable. Peut-être que quelque chose comme ça pourrait arriver. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais le président Zelensky et le président Poutine peuvent en parler un peu plus. Dans les 6 guerres que nous avons arrêtées, nous n'avions pas de cessez-le-feu. Donc je ne sais pas si c'est nécessaire. On peut le faire pendant la guerre, mais j'aime bien l'idée du cessez-le-feu. D'un autre point de vue, cela arrête immédiatement. Et honnêtement, nous aimerions tous voir un cessez-le-feu. Lors de la prochaine réunion, je ne peux pas imaginer que cela se fasse sans cessez-le-feu. Donc travaillons sur ça et essayons de mettre la pression sur la Russie, parce que la crédibilité de ces efforts que nous entreprenons aujourd'hui repose au moins sur un cessez-le-feu dès le début des négociations sérieuses. Donc, je voudrais insister sur cet aspect et voir un cessez-le-feu à partir de la prochaine réunion qui devrait être trilatérale, peu importe où elle a lieu. 2 fois, on lui a posé la question, et 2 fois, il a répondu « Eh bien, peut-être que nous pourrions, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire. Donc je dois lui reconnaître ça. » Quelqu'un a dû le prendre à part et lui dire « Écoute, tu ne peux pas mettre la charrue avant les bœufs » et il a compris. Il a écouté. Oui, il a écouté. Et clairement, c'est un changement. Si c'est un changement fondamental, alors je pense que c'est extrêmement positif. Oui, un changement pour lui, c'est bien. Mais c'est mauvais pour les États-Unis. Cependant, oui, parce qu'en tant qu'hégémon, ce à quoi il faut prêter attention, c'est au tournant de l'Alaska. La plupart des gens ne le verront pas, mais c'était évident. Tout le monde était là pour voir ce que la Russie accepterait. Bon toi, mais c'est ça, la dynamique du pouvoir. Pas ce que les États-Unis accepteraient, ou l'OTAN, ou Zelensky. Non, c'est ce que la Russie accepterait. C'est un basculement fondamental dans la dynamique du pouvoir et c'est maintenant manifeste. C'est clair. On l'a vu là-bas. Et concernant la marche arrière de Trump sur la question du cessez-le-feu, c'est une étape importante. Mais cela veut dire qu'à partir de maintenant, sauf si les choses s'emballent à nouveau, ce qui est possible, la Russie dicte le rythme. Elle dicte officiellement le rythme des activités, qu'elles soient politiques, militaires ou autres. Et si les Européens ne voient pas ça, si les dirigeants européens ne comprennent pas ce qui se passe, ou bien s'ils se bercent d'illusions en pensant « oui, en ce moment c'est mauvais pour l'Ukraine et pour nous, mais nous allons renverser la situation dans quelques mois quand nous recevrons les prochaines armes des États-Unis, les nouveaux missiles ATACMS ou n'importe quelle arme miracle qu'ils ont en réserve. » Eh bien, ils se parlent encore entre eux comme s'ils pouvaient s'en sortir, comme s'ils pouvaient encore mobiliser quelques Ukrainiens supplémentaires, et ainsi de suite. Tu sais, je dois te dire, Gary, j'ai parlé à des gens dans l'armée, même au niveau du renseignement militaire de l'OTAN. Et ils m'ont dit que la Russie envoie des vagues humaines, ce qu'ils appellent des vagues de chair, de soldats, jetant des hommes en masse face aux tirs ukrainiens. Que ce n'est pas soutenable, que Poutine est illégitime, que la Russie ne sait pas faire la guerre. Et ça, ce sont des officiers qui me disent ça. D'accord? Ça m'a choqué. Je me suis dit, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont à ce point déconnectés et qui croient à ce genre de récit? Et si c'est le cas, Gary, qu'est-ce que ça veut dire concernant ceux qui informent les politiciens? Toi et moi, Gary, Daniel et nos collègues dans cette partie des médias, nous ne sommes pas dans cette bulle. Mais beaucoup de gens, dans les médias traditionnels et en politique en Occident, eux, ils sont coincés dedans. Et je pense que c'était exactement ce qui se passe en ce moment. En fait, si on revient sur ces garanties de sécurité, toutes les subtilités qui se tissent et se défont, et la manière fluide dont ils expliquent les choses, à quoi cela va ressembler? Non, ils n'entrent pas dans l'OTAN, mais nous allons nous préparer et leur fournir toute la puissance militaire dont ils pourraient avoir besoin, comme s'ils étaient dans l'OTAN. Alors voilà, ce matin encore, Trump a refait une annonce au téléphone. Quelles assurances avez-vous qu'à l'avenir, et tu sais, au-delà de cette administration Trump, il n'y aura pas de soldats américains sur le terrain pour défendre cette frontière? Eh bien, vous avez mon assurance, et je suis président, et j'essaie simplement d'empêcher des gens de se faire tuer.
D'accord. Donc nous avons cette assurance-là. Une seule assurance, pas de bots sur le terrain. Mais ça ne s'arrête pas là, Patrick. Il a poursuivi dans cette interview en ajoute un autre élément. Quand il s'agit de sécurité, ils sont prêts à mettre des hommes sur le terrain. Nous sommes prêts à les aider sur certaines choses, surtout, probablement par voie aérienne, parce que personne n'a ce que nous avons, vraiment. Ils ne l'ont pas. Mais je pense pas que ce sera un problème. Je pense que si un accord est conclu, tu sais, les fameuses dernières paroles, hein? Mais je pense que si un accord est conclu, la Russie en aura fini. Ils en auront tous fini. Et pour une très longue période, je ne pense pas qu'il y aura de problème. Mais il y aura une forme de sécurité. Ça ne peut pas être l'OTAN parce que ça n'arriverait jamais. Ils ne pouvaient pas faire ça. Il y a tellement de choses dans ce passage. Donc nous allons fournir la puissance aérienne. Nous allons les bombarder sans relâche et ça ne posera pas de problème. Mais ne vous inquiétez pas, parce que, écoute, il dit que Poutine est fatigué. Il est fatigué, Pat. Oui, il veut voir la fin de tout ça. Mais là, c'est Trump qui dit ça, et on ne peut pas l'attaquer frontalement. C'est triste, parce que beaucoup de la base MAGA va croire que quand le président dit quelque chose qui paraît à moitié vrai, c'est réfléchi. Mais en réalité, il improvise. Je le dis clairement. Il improvise depuis le début, et il continue d'improviser. Et encore une fois, nous donnons du crédit à Trump quand il fait des choses qui semblent bonnes, productives, ou quand il paraît amorcer un tournant sur des points importants de cette situation. Mais je reste très critique. Il est superficiel dans la manière dont il décrit la situation, le conflit, la vision de la Russie. Probablement qu'il attribue à Poutine des choses que Poutine n'a jamais dites ni acceptées. Ça, il faut le comprendre. Mais le pauvre Charlie Hurt, tu vois, et tous ces gens de Fox, ils sont complètement perdus. Ils posent au président des questions creuses, vides, faciles. Et le président leur répond avec des réponses tout aussi superficielles. Ils ne le contredisent pas, ils ne le challengent pas. Ils sont simplement contents de pouvoir lui parler. Et ça, c'est l'Amérique. Eh bien, au moins, ils ont obtenu quelque chose. Pas de bots sur le terrain. Ça, j'étais content de l'entendre. Patrick, explique-moi, peut-être que quelque chose m'échappe. Je ne comprends pas comment quelqu'un, autour de la table hier, fait la liste de tous ces dirigeants présents, a pu basculer subtilement vers « bon, ils ne seront pas dans l'OTAN, mais ne vous inquiétez pas, il y aura des bots au sol envoyés par l'Angleterre, par Paris. Nous allons envoyer nos hommes là-bas. Et si eux ne peuvent pas, alors ne vous inquiétez pas, nous les Américains serons dans les airs au-dessus de tout ça. Et Poutine, oui, il acceptera ça. C'est ce que nous allons lui proposer. Il est fatigué, et il va l'accepter. Mais dans quel monde pense-t-il vraiment que Poutine accepterait ça? Mais ensuite, dans une autre interview, soit dans une autre émission de Fox, soit dans un autre segment, il parle de bots américaines sur le terrain. Il change sans cesse. Je crois que Trump balance constamment des choses pour voir les réactions, tester si ça accroche, si ça prend ou pas. C'est ça sa méthode. Utiliser l'arène politique et les médias comme un sondage permanent en direct. Et quand on le comprend comme ça fait sens. Mais la plupart des gens ne voient pas Trump ainsi. Ils pensent réellement qu'un président dit quelque chose qui a du poids. Oui, et d'autres dirigeants mondiaux aussi. Mais je crois que certains commencent enfin à comprendre que non, ça n'a pas vraiment de poids. Il dit juste des choses. C'est Trump qui projette cette idée que la Russie est désespérée de sortir de cette guerre. Or, la Russie a déjà calibré que ce conflit sera long. Certaines questions frontalières et certains territoires ne seront pas réglés avant 10, 15, 20 ans, voire 50 ans. Parce que, pour la Fédération de Russie, c'est une question existentielle. L'expansion de l'OTAN vers l'Est et les menaces à ses frontières. Ajoute à cela les déclarations d'Américains et de hauts responsables européens parlant de morceler la Russie en 10 pays différents et de changement de régime à Moscou. Ce ne sont pas des paroles fantaisistes. C'est constant. On l'entend dans des sphères de haut niveau, aux États-Unis comme en Europe. Donc pour la Russie, c'est une question existentielle. Et donc, la Russie a des préoccupations sécuritaires, et c'est en haut de la liste de ses revendications pour tout règlement négocié. La vraie question est-ce que les États-Unis ou Donald Trump prennent cela au sérieux?
Est-ce qu'ils prennent au sérieux l'effondrement des accords de missiles qui ont tous expiré ou disparu, comme l'ABM, le traité INF et tous les autres accords sur les missiles? Et à quel point c'est crucial pour la sécurité russe et européenne? Ça devrait être crucial pour l'Europe, car c'est elle qui subirait probablement les conséquences d'un échange nucléaire, qu'il soit tactique ou thermonucléaire, entre l'OTAN et la Russie. Je veux dire, mais ils ne semblent pas préoccupés par ça parce que c'est presque comme s'ils savaient qu'ils contrôlent la situation. Ce qu'on pourrait appeler ça, qui peuvent transformer ça en un conflit de faible intensité et à long terme, et qui peuvent le gérer ainsi, puis en profiter tous grâce à la remilitarisation de l'Europe, en utilisant l'Ukraine comme catalyseur, y compris l'armement de l'Arctique, ce qui est extrêmement lucratif pour toutes les parties impliquées. Et c'est presque comme si c'était un jeu très cynique joué par les élites européennes, les grandes industries et le complexe militaro-industriel international. On voit beaucoup de manœuvres, beaucoup de jeux de rôle pour savoir qui est vraiment sérieux sur un règlement négocié pour la Russie et aucun respect pour la Russie. Bien sûr, c'est courant. Qui se soucie des préoccupations de Poutine? Eh bien, on va dicter les termes de l'accord. Mais ils ne peuvent pas, parce que l'Europe est un tigre de papier. L'OTAN est un tigre de papier sur le plan militaire. Car si elle était vraiment redoutable comme force collective de défense ou offensive, ils auraient probablement déjà fait quelque chose ou seraient déjà entrés en Ukraine et auraient dit à la Russie « Bon, que vas-tu faire maintenant ?» Nous venons de mettre 30 000 soldats à Lviv et Kiev. Et alors, vous ne traversez pas le Dnipro maintenant. Mais ça ne s'est pas produit. Qu'est-ce que ça vous dit? Que les Européens n'ont pas le courage pour une guerre contre la Russie. Donc, ils sont très contents que l'Ukraine fasse tous ces sacrifices énormes en termes de population, d'économie, de fuite des cerveaux et de perte de territoire. Ils sont très contents que l'Ukraine fasse tout ça, parce qu'ils en tirent profit. Je veux dire, si ça ne rapportait rien et si ça ne faisait pas battre le marché boursier européen, cette guerre fait vraiment monter les actions de défense, alors ils ne le feraient pas. Donc c'est pas pour la démocratie. Ce n'est pas pour Zelensky, c'est pas pour la gloire de l'Ukraine, et ce n'est pas vraiment pour punir Poutine. C'est parce que c'est une guerre existentielle pour l'OTAN, et pour l'UE aussi. Tout ce qu'on pourrait appeler la Nouvelle Europe est inclus et concentré dans ce conflit. Et s'ils sont perçus comme perdants, pas seulement sur le champ de bataille, mais même si on pense que la Russie a gagné, cela délégitime vraiment l'OTAN, Bruxelles, et toute cette idée d'une Europe moderne soutenue par cette alliance de défense collective. Tout s'écroule à ce moment-là. Donc pour eux, politiquement, c'est existentiel. Pour la Russie, c'est physiquement existentiel. Avant de poursuivre cette vidéo, nous aimerions vous demander un petit geste de soutien. Rejoignez notre chaîne pour nous aider à continuer à offrir au public francophone un contenu informatif, libre et surtout différent de ce que diffusent les médias traditionnels, souvent bien loin de la réalité. Produire ces vidéos demande du temps, de l'énergie et surtout beaucoup de ressources. Et comme nous refusons de dépendre uniquement des vues YouTube, votre soutien direct est essentiel pour préserver notre indépendance. Cliquez simplement sur le bouton « Rejoindre » juste à côté du bouton « S'abonner » ou suivez le lien disponible en description. Merci d'avance pour votre soutien et maintenant, place à la suite de notre vidéo. Exact. Exact. Plutôt que juste idéologiquement. Tu as évoqué la militarisation. Je sais que tu as couvert ça et que tu t'y es plongé. Pourrais-tu nous éclairer sur ce qui s'y passe? J'aimerais être plus expert là-dessus, mais je l'ai suivi de près, et je pense que trop peu de gens le font, alors qu'ils devraient. Et c'est pour une raison simple. Tout cela prend beaucoup plus de sens si on considère la grande poussée de Donald Trump pour le Groenland. Tu te souviens au début du mandat de Trump? Ça est lié à l'armement de l'Arctique. Maintenant, si tu écoutes les déclarations de J.D. Vance et de certaines personnes dans l'orbite de Trump, l'Europe doit se défendre, et nous voulons prendre du recul par rapport à l'OTAN et tout ça. Je ne crois à rien de tout cela. Ils peuvent faire semblant maintenant, mais si c'était le cas,
Pourquoi les États-Unis construisent-ils 47 bases en Norvège, Suède, Finlande et Danemark, en Scandinavie? 47 bases et installations militaires. Et ce n'est que la Scandinavie. Parlons maintenant de l'Arctique. Le déploiement massif d'équipements lourds pour patrouiller la région arctique. Cela comprend la patrouille, la surveillance, la guerre sous-marine, la lutte anti-sous-marine, toutes sortes de systèmes de pointe AWACS, patrouille aérienne. Tout cela coûte de l'argent. Que cela nous dit-il? L'argent va dans l'Arctique. L'argent va en Scandinavie. L'investissement, tout cela coûte de l'argent. Donc je ne vois pas les États-Unis reculer car l'argent va dans cette direction. Que cela nous dit-il? Qu'ils se préparent pour l'avenir. Que le passage du Nord est perçu comme une menace potentielle pour l'hégémonie américaine et européenne, car il devient la route commerciale la plus pratique pour la Chine, la Russie et l'Extrême-Orient. Point final. Et donc, ils veulent contrôler ce nœud, comme la mer Rouge, le détroit de Bab el-Mandeb, la Corne de l'Afrique, la mer de Chine méridionale et toutes ces voies navigables clés. L'Arctique devient une extension de la mer Baltique, dans ce sens. Non. Et il y a aussi le potentiel des minéraux de terres rares qui se trouvent sur le fond de l'Arctique. Et ce qui est intéressant, et ce que je vais dire peut déranger certains, surtout à gauche, grands partisans du changement climatique, c'est que l'armement de l'Arctique est lié à la question climatique. Car l'argument, quasi scientifique mais pas totalement confirmé, est que la fonte des glaces au pôle Nord va ouvrir la navigation maritime et militaire sans entrave, ce qui va accroître la compétition pour la sécurité et les ressources dans cette région. Et donc, il faut qu'on y soit pour contrer ce que font la Russie et la Chine et ce qu'ils prévoient de faire. Tout cela repose sur le récit du changement climatique, ce qui signifie que la fonte va permettre une circulation fluide toute l'année dans l'Arctique et que cela va transformer la géopolitique mondiale. Cela pourrait être vrai dans le futur, mais ce n'est pas le cas maintenant. Mais ils en parlent comme si c'était exactement ce qui se passe maintenant. Que l'Arctique est sans glace. Ce n'est pas sans glace. Ce n'est certainement pas sans glace à l'automne, en hiver et au printemps. D'accord? Et leur définition de sans glace, et c'est intéressant, la définition scientifique qu'ils utilisent pour sans glace est, je pense, moins d'1 million de milles carrés de glace. Techniquement, selon leur métrique, c'est considéré comme sans glace. D'accord. Donc on a une conversation très arbitraire ici du côté scientifique, mais cela montre juste le pouvoir du récit climatique qui est utilisé pour faire avancer la militarisation de toute cette zone. C'est comme ça que ça se passe. Et les Européens, tu sais, sont tous d'accord avec ça parce qu'ils sont tous d'accord avec la conversation sur le climat. Évidemment, un peu moins avec l'administration Trump. L'intérêt de Donald Trump et l'intérêt des États-Unis dans l'Arctique, tout comme leur intérêt pour le Groenland, domine essentiellement cette section du globe. Et que ce soit fait par les États-Unis seuls ou par les États-Unis avec l'OTAN ensemble, en termes de compétition entre grandes puissances, c'est une priorité énorme. Car même si l'Arctique n'est pas sans glace, cela reste la nouvelle super-autoroute pour le commerce et la défense. C'est ce passage du Nord. Et quand je parle de ce passage, je parle de Vladivostok, à travers le détroit de Bering, puis le long de la côte nord de la Russie, les voies navigables le long de la Russie, puis par la Scandinavie et enfin jusqu'à l'Atlantique. Voilà la voie navigable. Et la Chine considère de plus en plus que ce sera l'une de ses principales artères pour le commerce mondial. Compris, mec. Merci pour ça. Parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas, et tu nous aides tous avec cette explication. Pour revenir à ces prochaines discussions et négociations, regardons juste la réaction en Russie. Nous avons un petit extrait sonore de Lavrov juste plus tôt aujourd'hui. Trump comprend la nécessité d'éliminer les causes profondes. Maintenant, et ça date de la réunion en Alaska. Donc maintenant, il comprend qu'il faut les éliminer. On ne le croirait pas à l'écoute de ce qu'il a dit en sortant, ce qu'il a dit hier. On ne dirait pas qu'il comprend vraiment. Je ne sais pas, j'ai entendu ce qu'il a dit hier, mais pour qu'il sorte et dise cela, peut-être que c'est juste, tu sais, juste une couverture diplomatique. Et il est difficile de l'expliquer et d'être l'homme de la diplomatie. Donc je comprends ça. Mais franchement,
On dirait vraiment, il ne comprend pas l'importance d'éliminer les causes profondes au vu de ses paroles actuelles. Non. Je pense que tu as raison, Gary. Je pense que c'est une couverture diplomatique. Je pense que Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, fait preuve, je pense, de grâce. Il est généreux avec Trump. Et les Russes sont pragmatiques. Tu sais, ils ne vont pas, ils veulent encourager Donald Trump à aller dans la bonne direction, même s'il change d'avis la semaine prochaine. La Russie a toujours, et obstinément, eu une politique de porte ouverte, ce qui frustre vraiment les faucons en Russie. Et diplomatiquement, peu importe comment les choses se passent, cette porte reste toujours ouverte. Mais c'est la manière russe, et ça sera toujours ainsi. Ils ont même la même politique avec l'Ukraine, crois-le ou non. Aussi mauvaise que soit la situation avec l'Ukraine, cette porte reste toujours ouverte pour elle. Et s'ils vont en profiter, est une autre affaire. Mais quand on parle des causes profondes, pourquoi c'est essentiel? Et pourquoi il est essentiel que les États-Unis le comprennent, mais encore plus que les Européens en saisissent l'importance? C'est parce qu'il ne peut y avoir aucun règlement politique si les parties en négociation, la principale étant la Russie et ceux en face de la table, que ce soit l'Ukraine, l'Europe ou l'Amérique, ne s'accordent pas sur la manière dont on est arrivé là, sur ce qui nous a amenés au conflit. S'ils ne s'accordent pas et ne reconnaissent pas ces réalités, il n'y a aucune chance de règlement politique. Zéro. Cela n'arrivera pas. La Russie ne dira pas « Oh oui, oublions tout ça depuis le Maïdan et les bombardements du Donbass et les 14 000 morts et tout le reste. Oublions l'élargissement de l'OTAN. Ce n'est pas un problème. Nous sommes juste fatigués de nous battre. Nous voulons la paix. Donnez-nous un accord. » Cela n'arrivera pas. On ne peut pas. Donc les causes, ce qu'ils appellent les causes profondes, sont complètement liées à toute chance de règlement politique. Point final. Il n'y a pas moyen de contourner cela. Aucune gymnastique, mentale ou médiatique, ne peut contourner cette dure vérité. La Russie le sait, et tout ce qu'elle fait, c'est attendre qu'ils viennent à la table pour parler sérieusement. Et jusqu'à ce moment-là, Donald Trump a fait un pas en avant en Alaska, en reconnaissant que ce cessez-le-feu est ridicule, et qu'il faut passer directement aux négociations et à un règlement politique négocié. C'est un bon premier pas, définitivement. Mais il faudra plus que ça à l'avenir. Les détails sont particulièrement importants parce que une grande partie de ces questions, l'adhésion à l'OTAN, bien sûr, est un pilier énorme. Il semble y avoir une reconnaissance par Trump, d'après certaines déclarations. J'espère que cela est écarté pour l'Ukraine. Mais il y a aussi la question des nouvelles régions. Et nous entendons Gary parler d'échange de territoire. Tout le monde parle soudainement d'échange de territoire. Où en est la conversation russe sur ce sujet? On ne sait pas s'ils ont vraiment eu cette conversation. On ne sait rien. On sait juste que peut-être Vitko l'a dit à quelqu'un dans les médias ou à quelqu'un d'autre, et soudainement ça devient un sujet. Et je n'ai rien vu dans les commentaires russes à ce sujet, ni dans les reportages ou déclarations de quiconque côté russe. Donc, c'est comme si on diffusait l'idée que la Russie serait prête à faire des concessions, n'est-ce pas? Des concessions territoriales. Et bien sûr, ça fait comme si Trump avait accompli un miracle en obtenant un échange de territoire de quelque manière que ce soit. Maintenant, je peux me tromper. Peut-être que le magicien Steve Witkoff va arriver là-bas en brandissant un échange de territoire à un moment donné la semaine prochaine. Mais je ne l'ai pas encore vu. Donc, je dois supposer, si je ne l'ai pas vu, si je vais miser mon argent en faisant confiance aux rumeurs à Washington et dans l'orbite Trump, et sachant qu'il n'y a aucune preuve côté russe, je vais probablement miser sur le côté russe pour l'instant. Jusqu'à ce que je le voie, je ne l'ai pas vu. Tu sais, c'est drôle. Plus tard dans cette même interview, Lavrov a dit « Eh bien, qu'en est-il des garanties de sécurité pour la Russie? Qu'en est-il de ce sur quoi cette guerre a été basée? Revenir aux causes profondes de la démilitarisation et de la dénazification. Qu'en est-il de nos garanties de sécurité ?» Et il a juste, tu sais, il a laissé ça en suspens, tu sais, il s'agit des garanties pour l'Ukraine, et nous? Oui, ou plutôt préoccupation de sécurité. C'est ainsi que les Russes le formulent. Ils ne demandent pas de garantie.
Évidemment, la garantie viendra sous la forme d'un traité de paix, à la fin. Mais regarde, où est la déclaration disant que tu ne vas pas conclure ce marché d'armes de 100 milliards de dollars où les États-Unis vont vendre des armes aux Européens via le mécanisme de l'OTAN? Où ça? Ça serait certainement une chose que tu pourrais mettre en avant en disant « cela n'aidera pas à inonder l'Ukraine d'armes ». Donc on va mettre ça de côté. Ne t'inquiète pas Russie, c'est en attente permanente. Et comme spectacle, comme signal et symbole pour les Russes, en disant « nous sommes sérieux maintenant, nous n'allons pas inonder l'Ukraine d'armes ». Donc là, tu es déjà dans la conversation sur la démilitarisation avec l'Ukraine. Et la Russie voudrait voir une Ukraine neutre. Et je pense que toute personne sensée, en fait, les voisins de l'Ukraine veulent voir ça, je suis sûr que la Hongrie préférait une Ukraine neutre. Je suis sûr de la Slovaquie, je suis sûr du peuple roumain, même si le gouvernement contrôlé par la CIA ne le veut pas. Je pense que le peuple le voudrait. Mais cela se passe pendant tout ça. Ce marché continue d'avancer. Donc c'est une vraie politique, c'est une vraie action. C'est pas de la rhétorique. Ça se passe réellement. Et ensuite, nous avons l'Ukraine annonçant qu'elle va recevoir un investissement de 50 milliards de dollars de l'Occident pour construire des drones en Ukraine. Tu sais, c'est comme « bonne chance avec ça ». Comment vas-tu assurer cette usine contre des missiles Kinzhal? Je ne crois pas. Et ensuite, Macron disant ces 2 derniers jours, il ne devrait y avoir aucune limite à la taille de l'armée ukrainienne. Donc il fait semblant de parler de paix à Washington, et de l'autre côté de sa bouche. Armer l'Ukraine. Ils ont besoin d'une force militaire plus importante, ils ont besoin de plus d'armes, blablabla. Donc ça, et en plus, Gary, pendant tout ça, que font les Ukrainiens? Eh bien, tout ce qui est en leur pouvoir pour faire échouer les négociations. Ils ont frappé un oléoduc russe et ont maintenant coupé les approvisionnements de pétrole russe passant par l'Ukraine pour alimenter la Hongrie et la Slovaquie. N'est-ce pas? L'attaque terroriste contre les infrastructures pétrolières. Bien sûr, nous avons vu beaucoup de cela à travers l'Europe. Donc, l'Ukraine n'est clairement pas sérieuse concernant les négociations de paix. Il y a tellement de choses. Donc la conclusion ici est, et je pense que c'est le concept principal, peu importe ce que Donald Trump ou Vladimir Poutine acceptent en principe, sur papier ou autre, rien n'empêche les Européens, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, von der Leyen à Bruxelles et quiconque de saboter, miner ou ignorer l'accord. Et bien sûr, rien n'empêche les Ukrainiens de faire de même. Et avec qui travaille-t-il pour mener ces raids? Travaille-t-il avec les renseignements américains? Avec les renseignements britanniques? Ou est-ce une situation où nous avons une conversation au niveau politique, mais qu'au niveau des services et du Deep State, il y a des mesures actives et opérations militaires en cours qui vont clairement compromettre tout règlement négocié ou cessez-le-feu s'il y avait une chance que cela se produise. Donc il n'y a rien que Trump puisse faire pour contrôler cela ou les amener à coopérer collectivement. Ça n'arrivera tout simplement pas. Simplement pas. C'est une lettre morte. C'est une lettre morte, en fin de compte. Cela dit, Gary, je pense toujours qu'ils doivent maintenir cette diplomatie de premier plan, parce que c'est excellent pour l'image, et cela pourrait finir par mettre la pression sur les Européens et Zelensky pour qu'ils arrêtent de jouer avec la situation. Et c'est bien. J'espère que nous verrons plus de cela. Il y a déjà, Lavrov a confirmé, le ministère russe des Affaires étrangères, juste au cours des 24 dernières heures, qu'une réunion est désormais programmée et que des arrangements sont en cours pour que Donald Trump vienne à Moscou. Oui, donc, encore une fois, positif. Nous aimons ça. Et si Trump peut garder sa discipline dans sa rhétorique, cela peut aussi être positif. Et peut-être que la voie à suivre est simplement plutôt que car la Russie n'est pas isolée s'il rencontre maintenant les États-Unis, il n'y a pas d'isolement de Poutine et de la Russie. Mais l'Europe et Zelensky pourraient devenir isolés si cette relation continue de s'améliorer entre Washington et Moscou. Ce serait énorme. Oui. Et c'est ce genre de démonstration de bonne volonté. Sans prendre d'engagement d'un côté ou de l'autre, mais simplement dire « nous mettons ça en attente ». Cela montre que tu es sérieux et ça va rendre la Russie plus engagée.
Et cela mettra aussi beaucoup de pression sur ces dirigeants européens, très faucons à leur manière. Et bien sûr, sur Zelensky, qui ne devrait même pas être au pouvoir en Ukraine. Et c'est un autre problème. Nous n'allons pas y entrer maintenant.